Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. Salut les Turfas et bienvenue à toutes et à tous dans Salut le Turfu, l'émission qui explore le futur avec sérieux, mais pas uniquement. Vous commencez à comprendre le principe, parfois la rédaction d'Uzbek Erika vous parle d'actu et parfois de culture. Mais quand on évoque des œuvres culturelles, on s'attache toujours à évoquer celles qui se penchent sur notre avenir. Mes camarades et moi-même avons sélectionné plusieurs œuvres qui ne nous ont pas trop laissés indifférents et on va en débattre en insistant sur l'intérêt qu'elles peuvent avoir au regard de nos obsessions futurologiques. Au menu aujourd'hui, alors le menu est un peu solide aujourd'hui, on a un incontournable qui date déjà un petit peu, le dernier épisode de Black Mirror, un film post-apocalyptique encore made in Netflix, encore baptisé Yo, non pas un mais deux documentaires sur un festival du nom de Fire Festival vendu sur Instagram et qui s'est transformé en accident industriel, et une fois n'est pas coutume, une pièce de théâtre baptisée Arctique. Et pour en parler avec moi, j'ai l'honneur de vous présenter mes petits camarades qui sont aujourd'hui au nombre non pas de 1, de 2, de 3, mais de 4. C'est incroyable, on se multiplie comme le Christ multiplie les pains. Autour de la table, donc, je commence par Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Guillaume. J'enchaîne avec Lila Megrawa. Salut Lila. Salut. Et bienvenue chez nous. Mon cher Vincent Louquez, qui est là. Salut cher Guillaume. Et l'incroyable Blaise Mao. J'arrive plus à te définir, Blaise, tellement t'es merveilleux. Salut Guillaume. Salut. On commence tout de suite, je reste avec l'ami Vincent. Tout à fait. Qui veut nous parler de post-apocalyptique encore et toujours, de fin du monde. Oui, je vais vous parler donc du film Io, tu disais ça, le film de Jonathan Helper, un Français qui en est à sa deuxième réalisation. Il avait réalisé un film qui s'appelait House of Time en 2016. Je fais pas ça souvent, mais je vais plutôt vous faire gagner du temps. Je vais vous déconseiller d'aller voir ce film. Je vais vous économiser 1h30. Ah oui, direct. Alors l'histoire, c'est celle, tu l'as dit, d'un film apocalyptique. La Terre est dévastée par une mystérieuse brume. Elle est rendue inhabitable. Tous les êtres vivants, ou presque, sont dead. Là, une brume recouvre l'ensemble de la surface, sauf quelques îlots surélevés qui échappent à la brume. Sous la brume, plus rien, ou presque, ne peut vivre. Plus rien, sauf quelques êtres humains qui ont réussi à survivre dans quelques coins reculés. Évidemment. Et qui transmettent des messages d'espoir aux quelques survivants. This is Dr. Walden, transmitting on frequency 9043. The world we once called home appears to have turned against us. The fundamental principle of nature is survival. It is in our soul to seek life, no matter what. Ah ouais. Ah, c'est pas joyeux, hein. C'est pas très gai. Dès qu'il y a du piano le Dr. Walden, c'est en général. Donc je vous le disais, scénario assez classique de film post-apo. Il y a une brume mystérieuse. On n'explique pas son origine. C'est plutôt assez métaphysique. C'est la Terre, c'est Gaïa qui s'est retournée contre l'être humain qui lui a fait tant de mal. Donc c'est une sorte de lavage du système immunitaire terrestre, on va dire. On peut l'interpréter comme ça. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est donc qu'il y a quelques survivants. Alors je peux vous donner l'ensemble du casting parce que c'est très court. Il y a 3 acteurs dans tout le film. C'est vraiment très assez pesant, même une solitude dans ce film. Minimaliste, ouais. Ouais, il y a Margaret Qualley qu'on a vu dans The Leftovers qui joue Sam, le personnage principal, accompagné un peu plus tard par Anthony Mackie qui joue dans Des Mineurs et qui joue aussi le Faucon dans les différents films de Marvel. Oui. Voilà, c'est à peu près deux seuls personnages qu'on voit. Accessoirement un petit peu aussi avec Henry Walden qui est le père de Sam et qui est ce fameux docteur qu'on entend dans la bande-annonce. Donc ça, c'est le pitch de base. On entend ce message régulier du docteur Walden qui appelle les survivants à lutter parce qu'il a l'espoir de pouvoir ramener la vie sur Terre. Avec sa fille, il mène des expériences pour faire des croisements génétiques d'animaux, de plantes, de cochons ou d'abeilles pour espérer accélérer le darwinisme et rendre les êtres humains et les êtres vivants compatible avec cette mystérieuse brume qui détériore tout. Qui est composée de pas d'oxygène, hein, évidemment, de méthane ou des trucs comme ça. C'est pas très joyeux, quoi. Voilà. C'est un film qui devient malheureusement assez vite contemplatif. Il y a des belles images, mais il ne se passe pas grand-chose. En
dehors de ces deux survivants qui cohabitent, il y a le message de Elon, on reconnaîtra la référence, qui est partie vivre près de Io, la fameuse lune de Jupiter qui donne son titre au film. D'accord. Là où se sont réfugiés la plupart des survivants qui sont allés sur une station orbitale autour de la lune Io pour recréer la civilisation. Les humains se sont barrés. Les humains se sont barrés. Ouais. Il y a un message un petit peu classique de voilà, est-ce qu'il faut choisir la Terre ou est-ce qu'il faut choisir de quitter notre berceau terrestre pour aller apporter la civilisation dans d'autres endroits. Voilà, la morale est assez saine finalement, même si elle est un petit peu naïve. C'est finalement de quitter la Terre ne sert pas à grand-chose. Il faut rester sur Terre et lutter pour cette maison qui est finalement qui reste malgré tout la plus propice à la vie. Mais c'est assez décevant parce qu'il ne se passe pas grand-chose, je vous le disais. C'est pas mal incohérent aussi. On ne sait pas trop pourquoi ces gens sont là. Ceux qui sont sur Elon et les autres qui sont partis, on ne sait pas trop pourquoi ils sont partis sur Io et pas sur Mars ou sur la Lune. Ils sont partis très loin pour finalement rester en orbite comme sur l'ISS. Parce que c'est joli, Io, c'est deux lettres. C'est très joli. Et ça permet de faire un titre pas tout claque. Ça fait un titre. Alors, tu ne crois pas si bien dire, c'est pas que le titre, c'est parce qu'il y a toute une référence à la mythologie derrière. Io qui a une ascendance, disons une ontologie qui vient de Zeus, qui est pas mal utilisée en métaphore filée dans le film. Enfin, je vous laisse découvrir si jamais vous voulez le voir malgré tout. Mais ok, Vincent, on n'est pas ça ira, merci. Voilà. Non, enfin, il y a pas mal d'incohérences qui gâchent un petit peu, qui nous empêchent un petit peu d'entrer vraiment dans le scénario. Elon, il veut partir après sur Proxima en quelques mois, ça lui prend, il y va comme ça 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière, en mode YOLO, on s'en fiche. Allons-y. Oui, mais parce qu'ils ont trouvé une énergie volcanique sur Jupiter qu'ils ont réussi à. Oui, exactement, c'est vrai. C'est tout à fait expliqué et tout à fait crédible. Entre Zeus, Elon Musk, et YOLO. Non, il y a pas mal de. C'est assez poétique. Enfin, on comprend le sens de l'intention du réalisateur. Et encore une fois, il y a beaucoup de travail. Donc, j'aime pas non plus cracher sur les œuvres. Mais pour moi, c'est pas abouti parce que c'est assez poétique. Ça se veut être une espèce d'ode à la écologique, mais ça va nulle part. Dès le début, on comprend où ça va. On espère qu'il y a un twist et il y en a pas. Donc, en fait, on sait très bien ce qui va se passer et ça se passe. Ok. Vincent n'est pas convaincu. Qui autour de la table a vu d'autres a vu Io à part moi? Ah, je suis le seul. Ouais. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Guillaume? Oui, je suis obligé. Je suis obligé d'être sincère. J'aurais voulu avoir peut-être une opinion un peu moins tranchée que la tienne, mais en fait, c'est pas grave d'être contemplatif et de faire de la SF contemplative quand tu la fais bien. Et il y a plein de gens qui la font bien. Même Ex Machina, par exemple, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs non plus, hein, pas énormément de moyens, etc. Mais c'était un film qui avait un propos et qui le tenait jusqu'au bout, avec un scénario construit et des personnages un peu approfondis. Là, on est effectivement un peu trop en surface, enfin tout le temps en surface, c'est le cas de le dire. C'est même pas fait exprès. Et ça se prend au sérieux, ça fout des références à la mythologie partout. Dès qu'il y a un plot twist, tu dis qu'il n'y en a pas, il y en a un ou deux quand même. T'as le personnage masculin qui rentre et qui fait bah et qui crie comme ça pour. Pardon, je vous ai tout fait. Pour te dire attention la plot twist. Non mais c'est dommage parce que. Comme tu le soulignes, il y a d'autres films assez solitaires qui sont très très bien par ailleurs. De science-fiction, notamment des films post-apo de zombies. Il y avait I'm Legend avec Will Smith qui était avec une tension assez forte. Bon, il y a quelques zombies qui apparaissent, mais à part ça, il est seul avec un chien. Et ils arrivent à tenir un film avec un mec seul avec un chien et ça marche. Là, ça aurait pu marcher. Mais il y a un truc qui fait que ça prend pas. Quoi. Dans le caractère contemplatif, parce que j'ai l'impression, vous vous répétez depuis tout à l'heure, mince, c'est super poétique, mais ça ne suffit pas. Ça marche les 5 premières minutes. Ouais. En fait, au début, tu dis c'est joli, mais en fait, après, tu veux autre chose et c'est pas. T'es coincé par les incohérences du scénario aussi. C'est-à-dire que tu peux. Ils ne te permettent pas de te faire embarquer jusqu'au bout par le film, qui pourrait être juste contemplatif et poétique en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir qu'elle puisse que le personnage principal communique avec son amoureux Elon sur. Enfin, tout ça est. Quand même, Elon, il faut communiquer avec lui. Elon, il vaut mieux communiquer avec lui. Il va pas très bien. Non. Voilà, tu peux te laisser porter, mais au bout d'un moment, les incohérences sont trop agaçantes. Et puis quand tu es contemplatif, tu as envie d'aller plus loin. Du coup, il aurait fallu aller plus loin dans la réflexion sur est-ce que je sais pas, est-ce que tu peux t'épanouir finalement avec très peu de terre en restant dans une espèce de frugalité heureuse, voilà, sur un petit bout de rocher qui reste et renoncer aux étoiles, renoncer à des choses et creuser ça, mais ça creuse même pas vraiment. Enfin, ça reste vraiment dans une espèce de
d'admiration de leurs propres effets, de leurs propres trucs. Ça se regarde un peu, un peu jouer, ça se regarde un peu filmé. C'est bon, bref, il y avait des bonnes idées, des bons acteurs, mais malheureusement... Tristesse pour Yo. Est-ce qu'on va se remettre d'aplomb et qu'on va vous donner un petit peu envie avec une autre œuvre, une fois n'est pas coutume, une pièce de théâtre dont Lila va nous parler. Nous sommes le 13 décembre 2025 et me voici au cœur de l'Arctic Serenity. 10 ans après le tragique accident, survenu la nuit du 19 mai 2015, où le navire, tout juste inauguré, a percuté de plein fouet une plateforme pétrolière. Qu'est-ce qui vous pousse au Groenland, si c'est pas indiscret? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? De l'air. Je vais chercher de l'air. Alors nous sommes en 2025. Le Groenland est devenu un État souverain. Alors rappelons qu'aujourd'hui, le pays est sous autonomie renforcée et dépend du Danemark. Alors dans cette fiction écrite par Anne-Cécile Van Dallem et mise en scène par elle, donc le pays est devenu un peu une espèce de nouvelle Eldorado grâce en fait au réchauffement climatique. Ah, comme quoi? Et surtout grâce à la découverte des ressources. 3 points de suspension, c'est merveilleux. Énergétiques et minières qui ont été révélées par la fonte des glaces. L'Europe est à feu et à sang, tout le monde est au chôme dû. Alors par ce nouvel Eldorado, la base alléchée donc, et surtout alléchée par une lettre anonyme. On a 4 individus qui se présentent à l'embarcadère d'un navire, l'Arctic Serenity. C'est un ancien navire de croisière grand luxe qui est censé être tracté vers le Groenland, je rappelle Nouvelle Eldorado, pour être transformé en hôtel de luxe. Le lieu est inquiétant. Le passeur, n'en parlons pas, c'est un peu un cliché de marin scandinave bourru. Il s'appelle Elon d'ailleurs aussi. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc mettons Elon, le navire aussi a un peu des allures d'embarcation fantôme. D'ailleurs on se demande pourquoi les 4 acceptent d'embarquer. Ça fait 10 ans que l'embarcation n'a pas navigué. On comprend assez rapidement qu'un drame s'y est passé. Le navire a été heurté par une plateforme pétrolière sur l'action d'une activiste terroriste, on ne sait pas bien, écolo. Comme par hasard, le passeur disparaît. Le navire part à la dérive, les personnages aussi. Alors, personnages qui n'ont pas tous les meilleures intentions, qui ont aussi un passé nébuleux et surtout en commun. On comprend que quelqu'un les a attirés dans un guet-apens mortel qui D6, parce qu'en fait, ils sont 6, ils ne sont pas 4. Oh, spoiler. Qui tire les ficelles de ce guet-apens. Que s'est-il vraiment passé il y a 10 ans? C'est plus ou moins l'intrigue de ce thriller, comédie, futurisco, écolo. Il y a beaucoup de tirets. Van Dallem. Alors pourquoi moi je pense que c'est une excellente pièce. Alors d'abord parce que c'est ultra bien documenté. Juste, pardon, ça joue dans quel théâtre? Ça joue actuellement au théâtre de l'Odéon jusqu'au 10 février. À Paris, et on devrait retrouver la pièce en Belgique à nouveau. Puisque on a beaucoup d'amis belges, ça tombe bien. La metteur en scène est belge. D'auditeurs et on devrait retrouver à Reims, je crois, prochainement, et à Saint-Étienne. D'accord, cool. Alors pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien? Parce que l'auteur s'est ultra documenté. Alors on sait depuis un rapport du GIEC dont tu as parlé, Vincent, que à moins d'un renforcement de la politique climatique des signataires de la COP 21, le réchauffement global devrait dépasser d'ici 2100 les 3 degrés. 3, à l'aise. Et on le sait, le Groenland, à l'aise en mauvaise envie. Easy, hein. Crème, facile. Ça passe crème. On est large. Et donc le Groenland devrait être le premier impacté. Pareil, on a des études qui disent que suite à cette fonte des glaces croissante, on estime qu'une voie de passage pourrait être ouverte à terme entre l'Atlantique et le Pacifique, soit l'opportunité de route commerciale, on le retrouve
dans la pièce, opportunités économiques aussi et énergétiques. Donc, pareil, on estime que 22% des réserves en hydrocarbures non découvertes pourraient se trouver en Arctique et que le pays pourrait devenir la 3e réserve mondiale en uranium. Je pourrais lister toutes les bonnes intuitions qu'elle a. Et pourquoi c'est bien aussi ? Parce que la mise en scène est tout simplement virtuose. Je crois qu'Annabelle, tu l'as également vu. En fait, c'est à la fois, c'est une manière assez totale d'envisager le théâtre. C'est à la fois du théâtre, du cinéma, de la musique en live. D'accord. Et ça rappelle un peu la bande dessinée. Oh, oui. La scénographie est assez virtuose. On a la scène sur le plateau principal, la scène principale. On retrouve l'action principale, ça figure la salle de bal. Donc ça, c'est la première, case bande dessinée. Ah oui, d'accord, je vois. Au-dessus, et c'est brillantissime, parce que c'est monté en live, c'est filmé en live, c'est joué en live. Au-dessus, on a sur un écran, on retrouve ce qui se passe, non pas dans les coulisses, mais dans les autres lieux du vaisseau, du navire. La lumière est incroyable. Et ensuite, on a une 3e case au fond du plateau, avec 3 musiciens un peu à l'allure de roupies, et qui accompagnent l'intrigue sur fond de musique. Alors on retrouve la musique de Black Mirror, d'un épisode de Black Mirror. You can blame me, try to shame me, and still I'll care for you. You can run around, even put me down, still I'll be there for you. Et donc en fait la musique va accompagner l'intrigue sur 2 heures. L'ensemble est intéressant, c'est un dispositif scénique qui te permet à la fois d'avoir, en tant que spectateur, des gros plans et des plans larges. Et c'est très... l'ensemble est très haletant, c'est virtuose, c'est... Alors c'est chouette. On sent Lila conquise et convaincue. Toi, Annabelle, puisque c'est apparemment les filles qui vont au théâtre chez Özbek Erika. Et les mecs glandent devant Netflix. Dis-nous, est-ce que tu es aussi convaincue que Lila sur Arctique, cette pièce de théâtre? Moi, j'ai été donc très séduite aussi par la mise en scène qui est très, très impressionnante. Les décors sont très beaux, l'atmosphère est retranscrite déjà, l'idée est un peu folle en soi de se retrouver dans un paquebot de luxe à la dérive, en plein milieu d'eau glaciale. Je ne vais pas spoiler, j'étais en train de penser à un truc que je voulais vous spoiler, mais non. Très bien. I know. On évite. Donc, voilà, le dispositif avec l'alternance entre les vrais moments de théâtre et les moments filmés marche bien, mais je le trouve pas non plus révolutionnaire parce que j'ai vu plusieurs pièces de théâtre ces derniers temps où il y avait un écran, et donc l'alternance. Mais ça sert l'intrigue. Cinéma, oui, parce que. Mais cette fois-ci, ça sert l'intrigue. Ça marche très bien pour nous sortir du huis clos aussi, puisque ça donne vraiment de la densité à l'intrigue. Après, le fond de l'histoire est passionnant. Tu as rappelé tous les éléments réels qui ont inspiré cette auteure qui apparemment avant elle avait fait une pièce sur le populisme et elle dit que à l'époque actuelle faire du théâtre ça ne peut être que politique et c'est très informé, très documenté et ça aurait pu être passionnant. Et il y a cette histoire de sort des populations inuites qui sont décimées par l'exploitation minière, mais en fait je trouve qu'on oublie que ça passe complètement au second plan parce qu'il y a des défauts
Mais après, moi, j'ai jamais écrit une pièce de théâtre, mais il y a des défauts d'écriture, de dialogue. Ça mélange tous les styles. On est dans le thriller. C'était un soir. La comédie. Ouais, c'est la comédie, mais la comédie vraiment noire. Il y a des moments très gore. Donc, ça mélange tous les styles. Et voilà, toi, tu as trouvé ça très drôle. Moi, j'ai pas trouvé ça très drôle forcément, mais ça, c'est une histoire de sensibilité. Mais parce qu'il y a un côté, il y a le côté grossier de la bande dessinée. À partir du moment où tu acceptes que tu es en train de voir une bande dessinée en live, en fait, tu acceptes les grosses ficelles, les personnages le côté sont vraiment outrancier très caricaturaux. des personnages. Comme dans une bande dessinée. Une BD, mais ça peut être gênant aussi, parce que du coup... En revanche, mon bémol, ce serait la densité de l'intrigue. À savoir que ça m'est arrivé, je me suis un peu assoupie une minute. Hein, c'est pas bon signe. Et donc, j'avais raté... Non, j'étais vraiment fatiguée ce soir-là. Et en fait, en 30 secondes, tu peux rater un élément de l'intrigue... en 2-2, quoi. Qui va être essentiel pour la suite. Qui va être essentiel. En tout cas, c'est assez intriguant et ça donne envie de sortir de se lever de son canapé, de couper Netflix. Il y a un effet waouh de la mise en scène. Ouais. Donc... Aller au théâtre. Égaler au ça théâtre. donne envie, ouais. Il y a un côté qui a l'air pédagogique aussi assez intéressant. Du coup, tu te sortais plein de chiffres. C'est vraiment bien explicatif sur le contexte, quoi. Donc mais ça se retrouve donne pas envie, énormément dans la pièce. Ouais, ça se retrouve au début. Ça Mm. se retrouve au début avec un personnage acteur qui n'est pas vraiment acteur. Mais on va pas spoiler davantage. Non, on va pas spoiler et je suis désolé, on va devoir avancer et s'attaquer à un gros morceau. Merci pour cette recommandation, Lila, Annabelle. On va parler. Blaise. C'était qu'il y a un gros morceau. Il est là, le gros morceau, il arrive. Allez, Bandersnatch, Blaise, go. Alors, oui, on va un peu faire du rétro-futur, puisque Bandersnatch, ça date de 2018. C'était souvenez-vous, le 28 décembre. Entre les fêtes, entre les deux grandes célébrations, les deux orgies, enfin, en ce qui te concerne, Vincent. Comme à son habitude depuis 3 ans, Netflix nous livre au pied du sapin un nouvel épisode, quand ça n'est pas une saison. Là, c'était un épisode de la série Black Mirror. Alors, Black Mirror, je ne vais pas vous refaire le topo, surtout dans ce podcast où on parle régulièrement du futur. Et puis même certains auditeurs et certains lecteurs attentifs nous reprochent régulièrement de citer à tort et à travers cette série, donc je ne vais pas en rajouter une couche. Mais disons juste que c'est la meilleure série d'anticipation contemporaine, en tout cas la mieux écrite, la mieux produite sur le futur. Série anglaise donc pilotée par Charlie Brooker et Annabelle Jones. Pas confondre avec Annabelle Laurent. Voilà. C'est bon, c'est fait, c'est dit. Et donc le 28 décembre, Netflix nous met en ligne Bandersnatch. Donc Bandersnatch, un épisode pas comme les autres, à mi-chemin entre série interactive et jeux vidéo, qui est en fait un hommage au livre dont vous êtes le héros. Les plus jeunes auditeurs ont peut-être pas connu cette époque. C'était un format d'édition très populaire à la fin des années 80, début des années 90. C'était donc des livres dans lesquels on avançait, on faisait des choix en fait, et on pouvait bousculer l'intrigue, faire avancer la narration, parfois aller sur des fausses pistes, on jetait des dés absolument. Puis il y avait des histoires de magiciens incroyables, de monstres, des dragons, tout ça. Et donc ils reprennent ce concept avec à la réalisation David Slade, il faut le souligner, épisode très très bien réalisé, très bien produit. David Slade, c'est celui qui avait fait Metalhead pour les fans de Black Mirror, donc l'épisode de la saison 3 avec les fameux robots chiens là, qui est en noir et blanc et qui était absolument terrifiant. Trop mignon. Qui était un des meilleurs. C'était trop mignon. Ils étaient trop mignons avec leurs petits couteaux. Ça ressemble au chien de Jeff Bezos. C'est ça. C'est vrai. Et donc, de quoi ça parle ? Bandersnatch, le pitch en 2 mots. Sans spoiler non plus, on est en 1984, comme par hasard. Étonnant. Stéphane, un jeune programmeur de jeux vidéo, tente de finir pour une société qui s'appelle Tuckersoft l'écriture de Bandersnatch, un jeu donc inspiré d'un roman éponyme, un énorme bouquin, un pavé dont l'auteur était cinglé et a tranché la tête de sa femme après avoir écrit ce livre dont vous êtes le héros. Stéphane est fasciné par ce livre et donc il travaille sur l'adaptation. Le problème, c'est qu'il est très 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 fragile psychologiquement, notre ami Stéphane. Et on va découvrir pourquoi il est très fragile psychologiquement au fil de l'histoire qu'on va donc contribuer, nous, à faire avancer. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. Est-ce que c'est nous qui contrôlons l'histoire ? En tout cas, c'est ce que on essaie de nous faire croire. So are you going to let me go or are you going to kill me?
It's your choice. In as much as you have any choice. Voilà, est-ce que c'est vraiment le spectateur qui choisit ? Je vais y revenir. En tout cas, on est soumis à toute une série de choix binaires, une quarantaine à chaque fois. Donc, on doit choisir en moins de 10 secondes en cliquant sur l'une ou l'autre des options qui nous sont proposées dans une petite barre noire au bas de l'écran. Il y a vraiment des différences selon les scénarios narratifs qu'on choisit. On peut finir Bandersnatch en 40 minutes comme en 90 minutes. La plupart des gens y passent un petit peu moins d'1 heure et demie. Ouais, c'est ça. Officiellement, il y a 5 grands aboutissements possibles, mais il y a plein de voies différentes d'y parvenir. Il y a des cul-de-sac aussi qui nous font revenir en arrière dans la narration. Et je voulais reparler un peu, on a fait un article sur Uzbek Erika il y a quelques semaines. Alors, c'est une journaliste qui s'appelle Milly Servante qui nous avait livré sa critique, son analyse qu'on avait publiée, qui était intéressante. Elle nous disait c'est une mise en abîme intéressante, Bandersnatch, parce qu'en fait, on se retrouve, nous, spectateurs, dans la position d'une IA, d'une intelligence artificielle apprenante. On est en train de sélectionner, de prolonger, d'itérer, de recommencer, de réessayer pour trouver la bonne fin. Sans vraiment s'en apercevoir, en fait, ça questionne notre libre arbitre et on se retrouve exactement comme une IA apprenante. D'ailleurs, le petit symbole qu'on retrouve tout le temps dans Bandersnatch, c'est le symbole de l'arbre de décision, qui est choix multiple. Alors après, elle explique ça très bien dans l'article, mais c'est plus précisément, on est dans la peau d'un algorithme qui s'appelle MCTS, donc Monte Carlo Tree Search, qui évolue dans les différentes voies d'un jeu possible pour choisir la meilleure en passant par 3 étapes: sélection, expansion et backpropagation. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. C'est extrêmement intéressant, il faut s'accrocher pour En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de faire le meilleur coup possible à un instant T avec cet algorithme. Il s'agit de faire le coup le plus susceptible de mener à terme à la victoire, quitte à ne pas marquer de points à ce tour du jeu. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'anticiper une étape intermédiaire en vue d'une étape qui mènerait vers la victoire. Ça rappelle un peu AlphaGo. Absolument, AlphaGo également sur Netflix. Tout à fait. Ah non. Pitié. On va y venir justement à Netflix. Alors, c'était l'autre point à souligner qui a valu d'ailleurs à Bandersnatch tout un tas de critiques de fans excédés qui ont eu l'impression d'être manipulés et de pas du tout contrôler la situation, puisqu'en fait, cette narration à choix multiples est une manière pour Netflix remarquablement efficace de recueillir tout un tas de métadonnées sur le comportement, les goûts, les usages de ses abonnés, car le spectateur n'a pas vraiment le contrôle de l'histoire, c'est ce que je vous disais. Par exemple, la toute première question à laquelle est soumise le spectateur, qui est un peu pour s'entraîner à faire avancer l'histoire, c'est est-ce qu'il préfère manger des céréales Sugar Puffs de la marque Brex ou des Frosties de Kellogg's. Et donc, en fait, on peut imaginer qu'il y a, pour Netflix, à terme, et vu le succès de Bandersnatch qui a été assez colossal, on peut imaginer qu'il fasse de nouveau appel à cette forme de narration et il pourrait tout à fait utiliser cette manne financière, comme pour une plateforme comme Netflix, d'utiliser du placement de marques et après de revendre des datas sur tel ou tel usage. Voilà, le nombre d'auditeurs qui préfèrent ça, qui ensuite choisissent plutôt Il y a aussi une autre question sur le télétravail ou le travail en entreprise dans l'intrigue. Et donc, ça a été très, très critiqué. Il faut savoir que Charlie Brooker, donc le créateur de Black Mirror, ne voulait pas au départ faire cet épisode dont vous êtes le héros. C'est une idée de Carla Engelbrecht, qui est la directrice de l'innovation produit chez Netflix. Finalement, ils l'ont fait. Et je vais juste vous citer une critique de Joseph Boinet sur le blog Vodcaster de Télérama, qui écrit ça, qui dit « Loin de nous l'idée de crier au complot ou de rejeter le marketing en bloc, mais lorsqu'une fiction n'est plus que le support d'une étude de marché, la passion en prend un coup. » Alors, moi, je trouve que c'est une critique qui était attendue, qui est un peu facile aussi, parce qu'en fait, on l'a vu venir. À partir du moment où on a su qu'il y avait ce mode de narration, tout le monde était déjà monté sur ses grands chevaux. Et finalement, on entend ce qu'on avait déjà envie de dire avant même de voir Bandersnatch. Donc, je suis un peu sceptique. Je trouve qu'il y a un peu une indignation facile. Netflix n'a pas attendu Bandersnatch pour recueillir des données sur ses usagers. Ils le font depuis longtemps. Là, c'est simplement que la forme, effectivement, leur permet d'avoir des données psycho-comportementales plus précises. Mais j'ai trouvé qu'on s'arrêtait un peu facilement sur cette question de la data. Oui, voilà, c'est le grand méchant big data, c'est un peu facile. Non, mais je suis pas sûre que cette question des data ait préoccupé énormément de monde non plus. Non, oui, je parle du microcosme. Oui, tout à fait. Gens tu peux te permettre.
s'en foutent. Non, mais on a un peu l'impression, en fait, de... Beaucoup de gens s'en foutent, absolument. Et puis la narration, alors c'est très bien produit. On sent qu'il y a aussi beaucoup d'argent derrière, maintenant, sur chaque épisode de Black Mirror. C'est remarquablement joué. Enfin, c'est une série qui est montée aussi en gamme, même si la première saison était déjà remarquable en termes de prod. Moi, je trouve qu'on a l'impression, on en parle souvent entre nous, parfois on a quand on parle de Facebook ou des plateformes, et en particulier de Facebook, et que les gens crachent et tapent Facebook dans les commentaires Facebook et sont très contents d'utiliser Facebook toute la journée. Il y a ce petit côté avec Netflix où on adore les détester, dire que c'est des grands méchants, qu'ils produisent des contenus et pas des œuvres, mais en fait, on en bouffe quand même tous les soirs. Donc je trouve ça un peu schizo. Et on en fait un podcast. On est à déjà 2 œuvres Netflix. Dont une non recommandée quand même. Voilà, donc je trouve que c'est un peu le degré zéro de l'indignation, quoi. Et c'est important, mais je pense qu'il faut voir comment ça évolue. Qu'est-ce que Netflix va faire ? Est-ce qu'ils vont vraiment se mettre à faire que ça ? À faire que des œuvres dont vous êtes le héros ? J'en suis pas persuadé. Ça me paraît un peu simpliste. Voilà. Oui, d'autant que c'est un peu... il faut se lever de son canapé pour aller faire le choix. Moi, je vous avoue que au bout d'un moment, j'ai des abdos, tu vois, mais c'était un petit peu emmerdant quand même. De devoir faire l'effort de se lever. Tu mets ton ordi sur tes cuisses. Non, j'ai un ordinateur qui est grand. Si en tout cas, savoir, il s'agit d'un Mac. Sur le futur, sur le contenu, sur le questionnement sur le temps, voilà. et la question de la structure d'une narration, et en fait le fait qu'on est dans des faux choix, puisque tout a été préécrit et préconçu, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que Black Mirror, avec cet épisode, reste fidèle à Black Mirror, et continue à questionner la question du libre arbitre face... en l'occurrence, pas une technologie, mais alors là, c'est pas une techno, c'est presque une mise en abîme parce que c'est une forme de narration. Netflix se met en scène ils mettent en scène Netflix plutôt dans l'épisode à plusieurs reprises d'ailleurs, et on est dans cette espèce de questionnement par rapport à ce que nous on est en train de faire à l'œuvre en tant que spectateur et de ce que l'œuvre nous fait. Enfin, c'est quand même assez troublant, assez méta dans tous les sens du terme, et ça peut aller jusqu'à la métaphysique parce qu'effectivement il y a quand même des interrogations qui sont sur le libre arbitre notamment assez profondes, et là-dessus Black Mirror, je vois pas d'autres à part des séries comme Légion qui sont moins, enfin pas classiques, mais dans leur narration plus classique. J'en vois pas d'autres. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Donc moi voilà, je vous incite en tout cas à tester, à faire l'expérience, que vous soyez fan ou pas de livre dont vous êtes le héros. Et puis à pas trop lire les critiques avant. Voilà. Faites le truc et regardez si ça vous plaît ou pas. Ça va pas du tout vous déranger de dire à Netflix si vous préférez Kellogg's, Frosties ou Sugar Puffs. Sachant qu'on n'a pas beaucoup de Sugar Puffs en France. On n'en a pas. Est-ce que tu as vraiment la sensation d'une expérience en tant que héros? Est-ce que ça relève de l'expérience quasi immersive? Non. Moi, de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas le plus intéressant. Tu as l'expérience marrante si tu le regardes à 2 ou à plus. Ouais. De faire le choix, et donc c'est de débattre en 10 secondes sur le bon choix à faire, et donc très vite tu t'engueules, donc ça c'est assez marrant. Mais en fait c'est assez la mécanique est très simple, il n'y a pas vraiment de choix multiples, c'est que des choix binaires, donc c'est pas et puis c'est pas immersif parce que c'est pas du point of view, enfin c'est pas ton point de vue, quoi. Ça reste le personnage. Tu joues Stéphane, tu joues pas toi en fait, et puis tu joues avec lui. C'est plus frustrant, donc l'expérience elle est intéressante du point de vue création d'une frustration. T'as l'impression qu'il y a une bonne fin, sauf qu'évidemment, comme dans tous les, sans spoiler, il n'y a pas de bonne fin. Il y a tous les jeux. Moi, ça m'a fait penser au jeu vidéo Life is Strange, qui était un peu sur le même principe. Absolument. On pouvait revenir en arrière, changer le cours de l'histoire, et on voulait absolument réécrire l'histoire. Il y avait des événements dramatiques qui arrivaient, et on se rendait compte qu'en fait, même quand tu choisissais pas cet événement dramatique, un autre événement dramatique allait survenir, et qu'il n'y avait pas de bonne fin, et donc de bonne vie. Et ça, c'est intéressant parce que ça te fait réfléchir. Donc ça crée une frustration qui est intéressante. T'es pas consommateur d'une simple narration. Et de ce point de vue-là, c'est réussi. Après, le système du clic, il est un peu basique, quoi. Ouais, pour l'instant, ils vont peut-être changer. Vous l'avez vu, vous, Annabelle et Vincent, ou pas du tout? Moi, je l'ai vu. Ouais. Moi aussi. Bandersnatch fait un carton autour de, en tout cas en termes de... Vas-y, Annabelle, je te laisse la parole. Vas-y. Alors j'ai été intéressée par le dispositif. Vous voyez déjà que je suis pas complètement à fond. Non, mais je l'ai trouvé. Tu dis, en effet, c'est pas point of view, mais moi j'ai vraiment ressenti à certains moments, j'avais l'impression d'être dans la peau
d'un scénariste. Ouais. Et je me sentais mal. Enfin, je veux pas dévoiler des choses de l'intrigue, mais il y a des moments où on doit faire des choix particulièrement cruels. Et je me suis dit, mais je suis une personne horrible, en fait. Je viens de choisir ça. Pourquoi ? Donc, ça, j'ai pardon, ça me rappelle, mais effectivement, des expériences je l'ai vu avec des potes qui n'arrêtaient pas de vouloir faire les choix les plus horribles, les plus violents. Oui, mais parce qu'à certains moments, on est bloqué. Enfin, on peut pas. On peut plus reculer. Et ces salauds de Netflix, encore une fois, ils ne proposent que de choix horribles. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, en fait, je trouve que le scénario est vraiment pas très palpitant. Et là, bon, c'est pas très important, donc je peux me permettre de le dévoiler, mais à un moment, il est face à sa psy qui lui dit, mais comment il s'appelle déjà ? Stéphane. Stéphane. Il dit, mais Stéphane, si vraiment ce Netflix, qui apparemment est une plateforme du 21e siècle, vous contrôlait depuis le futur, pourquoi ils auraient inventé une intrigue aussi ennuyeuse ? Et j'étais tellement d'accord avec cette psy. donc voilà, donc moi je trouve que la limite est scénaristique, et après j'ai pas eu envie en fait de découvrir toutes les fins. Je me suis contentée de ce qu'on m'avait proposé et je crois que j'ai terminé d'ailleurs assez rapidement, en 50 minutes. C'était plié. Et t'as pas eu envie parce qu'effectivement quand tu arrives à une fin, on te suggère de découvrir d'autres voies possibles. D'autres voies, quoi. Mais toi ça t'a pas. Non, mais là je suis contente de vous écouter raconter d'autres fins, mais en fait j'avais pas envie de rester avec ce Stéphane pour l'intégralité de ma soirée. C'est pas un joyeux de rien, il faut quand même préciser que je t'ai il a une tête d'enfant battu, il comprend pas en fait. Enfin, d'accord, t'as pas dormi, mais bon, il a l'air complètement qui s'est fait dégommer. Un peu hagard. Lila, t'avais une question ? Ouais, en fait, la narration et l'expérience, ça m'évoque un peu ce que tu peux retrouver dans le webdoc. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi le distinguo, la distinction entre Bandersnatch, mis à part le caractère fictionnel ? T'es moins en retrait que dans un webdoc. Un webdoc, t'es quand même en totale maîtrise de là où tu veux aller. Et là, en fait, t'es absolument pas en maîtrise. Enfin, sans spoiler, l'expérience Bandersnatch te montre qu'en fait, tu ne contrôles rien et que les choix te sont en fait préimposés. Que ce que tu crois être un choix. Par exemple, je lisais un article qui expliquait que, a priori, l'immense majorité des utilisateurs, on parlait des choix cruels, dans leur première expérience, la première fois qu'ils testent, c'est vraiment de faire durer le plus longtemps possible. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à un moment où on nous propose de commettre un meurtre. Et en fait, j'ai dit non, parce que je me suis dit, si je le fais, en fait, ça se finit, et j'ai pas envie de faire le truc en une demi-heure. Donc, en fait, on est hyper incité sous l'apparence de choix, on est hyper incité. Un webdoc, il y a une immersion, mais tu es en contrôle permanent. Tu peux sans cesse naviguer toi-même, couper une vidéo, lancer une galerie, te promener. La navigation est libre. Là, la navigation n'est pas du tout libre. C'est ultra contraint. Ouais. Alors, je vais donner le mot de conclusion sur Bandersnatch, en tout cas à Vincent, avant de passer à la dernière œuvre. Oui, j'ai un peu le même ressenti général, c'est-à-dire que techniquement c'est très impressionnant, très bien fait, mais moi j'étais assez frustré. J'ai déjà horreur de faire des choix dans la vie de tous les jours. Quand j'arrive chez moi pour regarder un film, faire des choix en permanence, c'est une souffrance absolue. Et c'est d'ailleurs la limite dans les webdocs. C'est que les webdocs, j'ai horreur d'avoir l'impression de passer à côté de choses, de pas tout voir. Là, j'ai l'impression, je suis en panique totale de rater des fins. L'effet FOMO. Ah ouais, c'est horrible. Il a passé 17h54 minutes. Il a fait 8 fois les 8 fins de Bandersnatch. Mais comme le jeu vidéo où tu dois arpenter des donjons et tu sais jamais si tu rates la pièce avec le petit bonus. C'est toi qui me disais ça la dernière fois. Il faut être méthodique. Tu vas toujours à droite, les donjons jusqu'au bout. toujours à gauche, après tu vas dans là. Mais donc il y a pas tellement de. En fait, t'es juste complètement zinzin. Je suis un petit peu zinzin. Non, mais tu peux écrire un livre comme vous êtes Ma vie, mes choix. Pour les personnes zinzin, je déconseille. non, mais c'est pas forcément une question d'abdos comme toi, mais c'est une question plus psychologique. Je comprends la frustration de. Et par ailleurs, du coup, j'ai l'impression de moins profiter de l'œuvre parce que je suis en permanence en tension de me dire est-ce qu'ils vont me proposer encore un choix horrible à venir. Donc j'écoute finalement moins bien le contenu parce que je suis en train aux aguets de me préparer à faire un choix terrible. Oui, ça c'est un truc que j'ai aussi. De fait, c'est presque moins immersif. Oui, parce que t'as toujours ces interruptions. Tu prends moins de plaisir à écouter ce qui se passe. Et tu calcules ce qui va se passer par la suite. Donc t'es toujours un peu soit dans l'attente, soit dans la déception de ce qu'on te propose dans la scène d'après. Enfin, voilà, donc c'était un peu ma limite. C'est pas quelque chose que j'aurais préféré un épisode plus classique finalement. Et l'autre réflexion que ça m'a inspiré, c'est qu'au-delà des données dont tu parlais, Blaise, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une espèce de réflexion sur la lutte contre le piratage.
Un épisode immersif comme ça est moins facile à pirater en streaming illégal. Presque impossible. Presque impossible, enfin en tout cas pour l'instant. Et Netflix a déjà d'ailleurs dit qu'il voulait réitérer l'expérience avec d'autres œuvres, d'autres contenus Netflix. Ouais. Donc c'est peut-être aussi une façon pour eux de lutter contre le streaming illégal. Bien vu. Ils ont dû effectivement changer l'infra de Netflix pour pouvoir faciliter les choix de Bandersnatch. En plus, la partie technique, c'est quand même assez ouf quand tu creuses un peu. Ce qu'on va pas faire là parce qu'on n'a pas le temps. Et je vais reprendre la parole et vous parler de notre dernière œuvre du jour. Dis donc, c'était Danse. Et moi, je vais vous parler tout simplement de l'arnaque du siècle, le Fyre Festival. Fyre Festival was supposed to be the new Coachella, the new Burning Man. Exclusivity with access to premier talent. It was going to be an experience bordering on impossible. What's the worst thing that could possibly happen? Oh God! Oh, Jesus! Oh God. Alors cet extrait c'est de la BO la bande-annonce d'un documentaire produit et diffusé par la plateforme de vidéo Hulu. Eh oui, et qui résume assez bien la situation. Le Fyre Festival, donc, c'était censé être, comme le dit la voix, le nouveau Coachella ou le nouveau Burning Man, et ça s'est avéré être un véritable cauchemar pour les festivaliers. Alors, pourquoi on en parle ici ? Parce que c'est pas un documentaire de Hulu qui s'appelle Fyre Fraud, mais 2 documentaires qui reviennent sur cet accident industriel. Il y a celui d'Hulu, donc, et l'autre sur Netflix, étonnamment, voilà. Et surtout que toute l'opération frauduleuse du Fyre Festival a largement été promue, puis documentée sur et par les réseaux sociaux. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler autour de cette table. Je vous résume un peu rapidement le délire. On retrouve derrière le Fyre Festival un personnage un peu sulfureux, voire complètement sulfureux, un certain Billy McFarland, entrepreneur du secteur tech, dont on n'aurait sans doute pas entendu parler sans l'échec de son Fyre Festival. Donc déjà en termes de PR, comme on dit aux États-Unis, c'est pas mal, hein, de public relations. He's an entrepreneur. He's an entrepreneur. Billy, donc c'était un entrepreneur, le patron de Fyre avec un Y parce que c'est classe, une application de mise en relation de stars avec des organisateurs d'événements. Donc si tu veux booker par exemple Ja Rule, que je ne prends pas, ou Guillaume le dit, tu passes par Fyre et tu as les tarifs et tout. Je prends pas Ja Rule au hasard parce que parmi les gens qui ont organisé le Fyre Festival et qui participaient à l'application Fyre, il y avait donc Ja Rule, ce rappeur sur le retour, qui deviendra donc l'associé de Billy McFarland, et ses 2 compères, Billy, Ja et leurs petits copains, ont littéralement promu pendant des mois une coquille vide, avec comme objectif avoué par McFarland de vendre du rêve aux perdants, aux losers, bande de losers. Donc ils n'y sont pas allés de main morte, ils ont utilisé tout ce qu'il y avait à leur disposition avec beaucoup d'argent. En décembre 2016, Instagram commence à se remplir d'images rassemblant les plus influentes mannequins du moment. On y voit donc Bella Hadid, Emily Ratajkowski et autres Elsa Hosk se prélasser au soleil des Bahamas, sur des plages de sable fin et nourrir des petits cochons qui courent autour et qui ont l'air très heureux. Pourquoi des cochons ? Et qui nagent aussi. Et c'était important apparemment, hein, les cochons. Dans les 2 documentaires, il y a une focale sur les petits cochons parce que Billy voulait absolument que les mannequins soient filmés avec les cochons. Je ne veux pas le savoir. Le 12 décembre, donc on est toujours en 2016, toutes ces stars publient un intriguant carré orange accompagné du hashtag Fyre Festival. Il y a Kendall Jenner aussi qui s'y met, hein, l'une des Rushton de la famille Kardashian, qui a des millions et des millions de followers. Ensuite, il y a une vidéo de promo avec tous ces mannequins aux Bahamas qui suit, avec on te promet monts et merveilles, de la meilleure nourriture du monde, les meilleurs groupes du monde, le meilleur alcool du monde, enfin des trucs de dingue. Et les places se vendent évidemment, j'allais dire, comme des petits pains. Certains vont jusqu'à dépenser 11 000 € pour un week-end aux Bahamas, pour vivre l'expérience totale. Problème. Rien, absolument rien n'est prêt sur place. Les mecs sont des amateurs absolus. Aucun groupe donc ne jouera. Tout est trempé. Les matelas sont en train de sécher quand les visiteurs arrivent. Il n'y a pas de nourriture, pas de flotte. Enfin, il n'y a vraiment strictement rien. C'est un désastre. Qui a donc les honneurs de ce podcast ? Parce qu'il me semble qu'il illustre la façon dont des réseaux sociaux comme Instagram ont un véritable pouvoir de travestissement de la réalité. Et que ce pouvoir est si grand qu'on parvient à déplacer des centaines de jeunes gens riches américains aux Bahamas avec juste quelques photos de mannequins et une vidéo relativement bien cutée
avec des jeunes femmes en maillot de bain, quoi. Enfin voilà. Wired a dénoncé tout de suite ce règne du factice et s'en est pris, lui, aux influenceurs et aux influenceuses en parlant en les qualifiant de peste des réseaux sociaux. Il me semble que le problème est quand même un peu plus vaste. D'ailleurs, le Fyre Festival a été détruit via les réseaux sociaux aussi, puisque les gens qui étaient sur place, il y a notamment eu un tweet d'une photo de sandwich dans une barquette en plastique qui a vraiment fait le tour du monde. Une pauvre tranche de fromage avec un pauvre bout de pain à côté et de la salade, alors qu'on leur avait promis les meilleurs chefs du monde. Bref, ça a un peu changé depuis l'échec du Fyre Festival. Instagram a un peu pris conscience de la chose, enfin surtout les gens qui sont sur Instagram ont pris un peu conscience qu'on pouvait leur vendre tout et n'importe quoi via Instagram. Les publications sponsorisées sont un peu mieux marquées maintenant. Instagram a repris à Snapchat, comme d'habitude, la possibilité d'envoyer des messages à des groupes privés, enfin des amis proches, plus que d'envoyer au monde entier. Donc j'ai l'impression que ça a un peu évolué depuis 2017. Il n'en reste pas moins que ces deux documentaires, donc celui d'Hulu comme celui de Netflix, sont extrêmement intéressants dans la mécanique qui a amené à ça et dans le potentiel d'alerte pour un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément conscients encore que tout ce qu'on voit sur Instagram, c'est pas forcément la réalité, les petits amis. Voilà. Donc dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé. Je sais que vous l'avez presque tous vu autour de la table. Qui veut en parler ? Vas-y, moi, je veux bien en parler. Je l'ai vu hier soir. Ah, c'est tout frais. C'est tout frais. Et alors, ce qui est très troublant avec ce documentaire, donc c'est des personnes effectivement assez abjectes. Le Billy McFarland est un type incroyable en fait, parce qu'il refuse absolument la réalité, donc il va jusqu'au bout de son délire. Mais ce qui est très troublant, c'est en fait les gens qui ont payé leur billet et avec qui on pourrait avoir une certaine forme d'empathie. D'ailleurs, on réalise que sur place, ça pose des questions de sécurité, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a une tempête, il y a le problème des vols, de la sécurité des bagages, enfin, il aurait pu se passer des drames en fait humains, et malgré tout, on n'a aucune empathie pour les gens qui témoignent après. Parce que on a l'impression presque d'un faux documentaire. Moi, ça m'a rappelé la série American Vandal, où il y a des témoignages face caméra. On en avait parlé dans un précédent podcast. Et où les mecs disent des énormités, quoi, qui sont préparés à faire du jogging pour être en forme pendant 3 semaines avant le festival, et que le mec a pris ses places parce qu'il y a Blink 182 qui joue. Mais tu vas pas voir un groupe comme ça aux Bahamas. Et, en fait, il y a des trucs aberrants, ce qui rend le documentaire très drôle. Et ce truc assez troublant, t'as aucune empathie, à part pour les habitants des îles concernées, qui se sont fait aussi sacrément arnaquer, puisque c'est eux qui ont construit à l'arrache les baraquements, le site. Voilà, il y a la scène. Une qui explique avoir perdu 50 000 Une restauratrice. Ouais, la restauratrice à qui on a envoyé tout d'un coup 600 personnes avec des bagages et qu'il fallait occuper pendant 6 heures. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très troublant, on va dire le décalage. Le décalage, voilà, et le fait qu'on n'a aucune empathie pour ni les organisateurs, ni les gens qui ont pris leur billet. C'est assez fascinant. Ouais, moi j'ai de l'empathie quand même pour les organisateurs secondaires. Tu sens qu'ils sont extrêmement manipulés par ce Billy, qui est vraiment un monstre absolu. Il y a vraiment de la manipulation mentale qui est assez effrayante en fait. Il y a notamment un mec qui raconte, ça fait 30 ans que j'organise des événements, des trucs, et là je me suis retrouvé, je vais pas rentrer dans les détails, mais prêt à faire de l'échange de services sexuels contre un truc, parce que le mec l'a convaincu de faire ça, et il dit face caméra, mais j'en ai conscience aujourd'hui, c'est hallucinant, j'en suis venu à faire ça, quoi. Les mecs pleurent le soir en se rendant compte qu'ils seront pas prêts, ils sont mis sous une pression dingue, et c'est vrai que t'as pas d'empathie pour les festivaliers à la limite qui à la base ont des goûts étranges, mais t'as de l'empathie pour la manipulation qui entoure tous ces gens qui est assez effrayante, quoi. Nourri effectivement par un certain nombre de gens pris aussi en mode en complicité, quoi, tous ces influenceurs et tous ces gens. Par ailleurs, c'est aussi effectivement tu le disais sur le Instagram, la famille Kardashian, tout ça, c'est le parfait symbole du règne de la vacuité absolue qui règne. Ça me faisait penser à ce que tu as fait écrire, Guillaume, il n'y a pas longtemps, sur cet œuf qui avait battu la photo la plus likée de l'histoire d'Instagram. Une époque formidable. Une époque incroyable. Moi, je trouve ça génial en termes d'absurdité. Il y a un festival d'œufs, en fait. C'est ça, il y a un témoignage d'ailleurs à un moment d'un mec sur un plateau américain, je ne sais plus quelle émission, il dit « Mec, si tu es prêt à dépenser $11,000 pour aller voir Blink 182 aux Bahamas avec un mec qui a créé des cartes, parce qu'au départ il a juste créé un business de cartes métalliques premium,
C'est du darwinisme social, je peux rien faire pour toi. Donc c'est un peu ça, quoi. Il a raison. Et Lila, Annabelle, vous avez vu la chose ou pas du tout? Moi, ce qui m'a frappé, c'est au-delà du symbole, comme tu disais, la vacuité des réseaux sociaux. Moi, ça m'a fait penser, et je trouvais ça assez inquiétant, et ça m'a limite mise en colère. Ça figure en fait les travers de l'entrepreneuriat. McFarland, il fait ça. Enfin, je pense aussi parce qu'il se sent investi d'une espèce de rôle, l'entrepreneur héros. Et c'est bien symbolisé, il me semble, à cette espèce de motto qu'on entend beaucoup dans certaines startups, c'est fake it until you make it. Et en fait, j'avais ce motto en permanence pendant la semblant vision jusqu'à ce que ça devienne réel. Exactement, parce que je pense qu'au départ, Farland pensait pouvoir délivrer un festival comme ça, comme par magie, grâce à ces super pouvoirs de start-upers soutenus par des investisseurs. Oui, et à beaucoup d'argent, comme tu le dis, soutenus par des investisseurs, parce qu'il n'a pas menti que à ses collaborateurs, il a aussi menti aux banques et aux investisseurs qui ont quand même lâché un certain nombre de millions de dollars dans ces entreprises différentes. Mais je rappelle qu'Uber fonctionne depuis des années à fond perdu. Ouais, mais Twitter n'a jamais gagné d'argent non plus. L'entrepreneuriat, qui courra plus vite, mais c'est intéressant, gagnera plus vite, et le but c'est obtenir le monopole, c'est être le plus fort et produire le truc le plus gros. Et c'est raté en l'occurrence, effectivement, et c'est bien raté. Mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes, parce que c'est pour rebondir sur ce que je disais sur les gens qui sont sous l'emprise de ce mec-là. Ce mythe est tellement prégnant qu'ils sont tous à se dire à chaque fois, soit il est fou, soit c'est un génie qui est dans ce délire de ok, on fait plein d'erreurs, mais on va y arriver. Mais en fait, ils sont avares parce qu'ils sont baignés dans ce mythe de finalement des gens arrivent à faire des trucs incroyables à partir de rien et ça marche et c'est génial, quoi. Donc c'est vrai que c'est hyper prégnant dans le film. Annabelle, une petite conclusion sur le Fire Festival que je n'ai pas encore vu. Eh ben voilà. Mais je vais me ruer dessus. Ok, ça t'a donné envie de le voir. Résultat, tous ces argumentaires. Eh ben merci à vous les petits amis, c'était super. Je me suis pas ennuyé, heureusement d'ailleurs. J'espère que vous non plus derrière vos différentes formes d'écoute, car oui, vous nous écoutez en mobilité, mais également chez vous. On sait que vous mettez des casques parfois aussi. Merci à toutes et à tous de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette émission, à en parler autour de vous, ou à nous mettre des petites étoiles, des petits cœurs, des petits likes. Et puis on se revoit très très vite. On prend un rythme. Merci à Roman qui nous fait notamment prendre le rythme et le tenir.